Bienvenue, frères d'armes. Soyez les bienvenus sur Stratégos, la chaîne où nous dévoilons les exploits des plus grands chefs militaires de l'histoire. Aujourd'hui, nous découvrirons la vie de Scipion l'Africain, le général romain qui réussit à vaincre Hannibal et changea à jamais le destin de Rome. Avant de commencer cette aventure épique, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager cette vidéo et de vous abonner à Stratégos pour d'autres récits glorieux. Préparez votre détermination, car la conquête de l'histoire commence maintenant. Première partie, les premières années et l'ascension au pouvoir. En l'an 236 avant JC, au cœur de la République romaine, naquit un enfant destiné à changer le cours de l'histoire. Son nom était Publius Cornelius Scipio, et il provenait de l'une des familles les plus illustres de Rome, la gens Cornelia. Une lignée patricienne qui, pendant des générations, avait servi la République avec honneur et bravoure sur les champs de bataille. Son destin, bien qu'encore inconnu, était déjà marqué par la guerre et la gloire. Dès son enfance, Scipion fut élevé dans un environnement de discipline et de devoir. Son père, Scipion l'Ancien, et son oncle, Scipion l'Asiatique, étaient des hommes d'armes, des sénateurs et des commandants respectés. Sous leur tutelle, le jeune Publius apprit très tôt les vertus romaines, la force, la prudence et surtout la loyauté envers la République. Ce n'était pas simplement l'éducation d'un aristocrate, c'était la formation d'un leader. À Rome, son instruction fut rigoureuse. Il apprit le latin et le grec, étudia les grands penseurs, mais surtout, il absorba les stratégies des généraux qui avaient forgé le pouvoir romain. Son père lui enseigna la guerre, les tactiques, l'importance de la logistique et la discipline des légions. Mais il y avait quelque chose de plus en Scipion, quelque chose qui le différenciait des autres jeunes patriciens, une intelligence aiguë, une capacité de leadership innée et un charisme qui inspirait ceux qui l'entouraient. Le moment de mettre à l'épreuve son apprentissage arriva bientôt. En pleine adolescence, Scipion accompagna son père dans la campagne militaire en Hispanie, un territoire où Rome et Carthage se disputaient la domination. Là, à seulement 17 ans, il vit pour la première fois l'horreur du champ de bataille. Le bruit du métal qui s'entrechoquait, les cris des mourants, la poussière soulevée sous les casques des chevaux. Tout cela resta gravé dans son esprit. Mais loin de se laisser intimider, il apprit. Il observa chaque mouvement des vétérans, comprit l'importance du moral au combat et vit de ses propres yeux la brutalité de l'ennemi carthaginois. Pendant que Scipion faisait ses premiers pas dans la guerre, à l'horizon se profilait l'une des plus grandes menaces que Rome ait jamais connues, Hannibal Barca. Le général carthaginois avait juré de venger la défaite de son peuple lors de la première guerre punique, et, avec une audace sans précédent, avait traversé les Alpes avec une armée formidable, portant la guerre au cœur de l'Italie. Rome, pour la première fois depuis longtemps, trembla. Les nouvelles de l'invasion d'Hannibal secouèrent le Sénat romain. La stratégie du Carthaginois était téméraire, et pourtant efficace. En peu de temps, il avait vaincu les Romains à Trébie et au lac Trasimène. La République avait désespérément besoin d'un leader, de quelqu'un qui puisse affronter le génie militaire d'Hannibal. Rome avait perdu des milliers de soldats et le moral était au plus bas. Mais la situation devint encore plus désespérée après la bataille de Cannes en 216 avant J.C. Là, lors de l'une des plus grandes défaites de l'histoire de Rome, Hannibal anéantit plus de 50 000 légionnaires en un seul jour. La République était au bord de l'effondrement. Ce fut dans ce contexte de crise que la figure de Scipion commença à se distinguer. À seulement 18 ans, il fut nommé commandant en Hispanie. Non pas par hasard, mais parce que Rome avait besoin d'un leader jeune, courageux et capable d'inspirer ses troupes. Ce choix surprit beaucoup, mais Scipion ne tarda pas à démontrer que la confiance placée en lui n'était pas vaine. Son arrivée en Hispanie marqua le début de sa légende. Il savait qu'il affrontait des armées carthaginoises bien établies, dirigées par les frères d'Hannibal, Hasdrubal et Magon. Mais Scipion n'était pas un chef conventionnel. Au lieu de se lancer immédiatement dans une guerre d'usure, il étudia son ennemi. Il observa ses mouvements, analysa ses faiblesses et renforça le moral de ses troupes. Il savait que la guerre ne se gagnait pas seulement avec l'épée, mais aussi avec l'esprit.
Deuxième partie, la guerre en Hispanie. L'année 218 avant JC marqua un tournant dans la guerre entre Rome et Carthage. Alors qu'en Italie, l'ombre d'Hannibal planait sur la République avec une menace constante, en Hispanie la situation n'était pas moins critique. Rome avait envoyé des troupes pour freiner l'expansion carthaginoise dans la péninsule ibérique. Mais la campagne initiale se solda par un désastre. Publius Cornelius Scipio, le père du jeune Scipion, avait subi une défaite cuisante à la bataille de Sissa, perdant le contrôle d'une grande partie du territoire. La guerre semblait pencher en faveur de Carthage. C'est alors qu'un jeune homme d'à peine 25 ans reçut la responsabilité de changer le destin de Rome en Hispanie. Publius Cornelius Scipio, le futur Africain. Malgré sa jeunesse, sa nomination comme commandant des troupes romaines en Hispanie ne fut pas fortuite. Son ascendance, son charisme, et surtout, la réputation qu'il s'était forgée lors des campagnes précédentes, faisaient de lui le candidat idéal. Mais au-delà de son nom, Scipion possédait quelque chose que peu de généraux romains de son époque avaient, un esprit brillant pour la guerre et la stratégie. Il ne s'agissait pas d'un simple guerrier. Scipion comprenait la guerre dans sa totalité, de la politique à la logistique, et savait que pour vaincre Carthage, la force brute ne suffisait pas. Il fallait de l'intelligence et de l'astuce. Sa première mission fut de réorganiser l'armée défaite de son père. Il devait redonner le moral aux troupes, les discipliner et les transformer en une machine de guerre capable d'affronter les vétérans carthaginois. Pour cela, il adopta des tactiques innovantes. Au lieu de suivre le modèle romain classique, rigide et prévisible, Scipion observa ses ennemis et apprit d'eux. Il savait que les Carthaginois dépendèrent de mercenaires, des troupes diverses d'origines différentes qui, bien qu'efficaces, manquaient de la cohésion des légions romaines. Ainsi, sa stratégie ne serait pas un affrontement direct, mais une série de manœuvres pour déstabiliser l'ennemi, couper ses lignes d'approvisionnement et semer le chaos dans ses rangs. Le premier coup de maître de Scipion fut la conquête de Carthago Nova en 209 avant JC, un point clé en Hispanie. Mais sa véritable épreuve arriverait plus tard, en 206 avant JC, lorsqu'il affronta les armées combinées des généraux carthaginois à la bataille d'Ilipa. Cette bataille définirait l'avenir de la guerre dans la péninsule et démontrerait le génie stratégique de Scipion. Les Carthaginois, dirigés par Magon et Hasdrubal Giscon, disposaient d'une armée formidable, composée de milliers de mercenaires ibères et africains. La logique voulait que les Romains, avec moins d'hommes et dans une position moins avantageuse, adoptent une stratégie défensive. Mais Scipion n'était pas un général conventionnel. Pendant plusieurs jours, il mena une série de manœuvres trompeuses, feignant de former son armée de manière traditionnelle, avec les légionnaires les plus forts au centre et les troupes auxiliaires sur les flancs. Les Carthaginois, confiants, adoptèrent la même formation, croyant que la bataille se déroulerait comme les précédentes. Mais le jour décisif, Scipion changea de stratégie. Au lieu de renforcer le centre, il fit avancer ses meilleures troupes sur les flancs, laissant le centre délibérément faible. Lorsque la bataille commença, les légionnaires romains encerclèrent les Carthaginois sur les côtés, les prenant dans un feu croisé dévastateur. La confusion s'empara des mercenaires, dont beaucoup désertèrent ou s'enfuirent. À la fin de la journée, ce qui semblait être une bataille équilibrée se transforma en un massacre. L'armée carthaginoise fut anéantie et Rome s'assura le contrôle total de l'Hispanie. La victoire à Ilipa n'expulsa pas seulement Carthage de la péninsule ibérique, mais transforma Scipion en un héros. Il était plus qu'un simple commandant. Il était l'homme qui avait vaincu les généraux d'Hannibal sur leur propre terrain. La nouvelle de son succès parcourut Rome comme un incendie. Le peuple l'acclamait, les soldats l'adoraient, et les jeunes patriciens le voyaient comme un modèle à suivre. Mais tous à Rome ne partageaient pas cet enthousiasme. Le Sénat, toujours méfiant de l'ascension d'un seul homme, commença à voir Scipion avec méfiance. Sa popularité était dangereuse, son charisme irrésistible, et sa victoire en Hispanie l'avait transformé en une figure presque mythique. Pour beaucoup de sénateurs, spécialement les conservateurs les plus enracinés, Scipion représentait une menace pour l'équilibre du pouvoir dans la République. Mais le jeune général n'était pas seulement un stratège sur le champ de bataille, il était aussi un maître en politique.
Scipion comprenait que, pour rester au pouvoir, il ne pouvait pas dépendre uniquement de ses succès militaires. Il avait besoin de soutien à Rome. Ainsi, il commença à tisser des alliances avec des sénateurs influents et à gagner la sympathie du peuple avec des gestes calculés. Il organisa des spectacles et des dons, se présenta comme un protecteur de Rome et comme le seul capable de vaincre Hannibal. Et surtout, il laissa clairement entendre que sa loyauté était absolue. Il ne cherchait pas le pouvoir personnel, mais la gloire de la République. Avec l'Hispanie assurée, Scipion tourna son regard vers de nouveaux horizons. Il savait que la guerre contre Carthage n'était pas encore terminée. Si Rome voulait la victoire définitive, il ne suffisait pas de se défendre. Il fallait porter la lutte au cœur de l'ennemi. Pour cela, il avait besoin d'une base stratégique, un point de départ depuis lequel lancer l'offensive finale. La Sicile, avec sa position centrale en Méditerranée, était le choix parfait. En arrivant en Sicile, Scipion ne perdit pas de temps. Il réorganisa la flotte romaine, améliora les infrastructures navales et commença à entraîner ses troupes pour une nouvelle campagne. Il savait que la clé pour vaincre Carthage n'était pas seulement la force terrestre, mais aussi la domination de la mer. Sans route d'approvisionnement sûre, l'ennemi ne pourrait pas résister longtemps. La logistique fut l'un des éléments les plus cruciaux de sa stratégie. Scipion n'assurait pas seulement la victoire sur le champ de bataille, mais il comprenait l'importance de maintenir une armée bien approvisionnée et préparée. Pendant qu'à Rome ses opposants essayaient de freiner son influence, il construisait la machinerie de guerre qui en finirait avec Carthage une fois pour toutes. Le temps de la guerre finale approchait. Scipion avait prouvé sa valeur en Hispanie, avait consolidé son soutien à Rome et se préparait maintenant au plus grand défi de sa vie. Mener la bataille en Afrique, sur le sol même carthaginois. La guerre n'était pas encore terminée, mais une chose était sûre. La légende de Scipion ne faisait que commencer. Troisième partie, l'affrontement avec Hannibal. L'année 205 avant J.B.C. marquait une nouvelle phase de la guerre entre Rome et Carthage. Après des années de conflits en Hispanie, où Scipion avait démontré son génie militaire en expulsant définitivement les Carthaginois de la péninsule ibérique, le jeune général retournait en Italie. Mais la guerre n'était pas encore terminée. Hannibal Barca, l'ennemi légendaire de Rome, restait sur le sol italien, invincible, attendant son occasion d'asséner un coup définitif à la République. La situation à Rome était incertaine. Malgré avoir résisté à la poussée carthaginoise pendant plus d'une décennie, les cicatrices de la guerre étaient profondes. L'économie était affaiblie, les pertes humaines avaient été colossales, et le Sénat restait divisé entre ceux qui voulaient poursuivre la guerre et ceux qui souhaitaient négocier une paix avec Hannibal. Mais Scipion n'était pas de ceux qui cherchèrent des trêves. Il savait que la seule façon de mettre fin à la menace carthaginoise était de porter la guerre au cœur de l'ennemi, l'Afrique. L'idée d'une invasion de l'Afrique n'était pas nouvelle, mais jusqu'à ce moment, personne à Rome n'avait eu le courage de la mettre à exécution. Scipion, avec son prestige croissant et son indéniable talent de stratège, convainquit le Sénat que la seule manière de vaincre Hannibal était de forcer Carthage à combattre sur son propre territoire. Si Rome voulait la victoire, elle devait tout risquer. L'autorisation accordée, Scipion commença les préparatifs. Depuis la Sicile, où il organisait ses forces, il rassembla une flotte et une armée composée de vétérans aguerris de la guerre d'Hispanie et de soldats recrutés en Italie. Mais son plus grand avantage ne résidait pas dans l'infanterie romaine, mais dans un allié inattendu, Massinissa, roi des Numides. Massinissa était un chef habile et ambitieux. Pendant des années, il avait hésité entre Rome et Carthage, mais voyant l'ascension de Scipion, il décida de miser sur le futur vainqueur. Sa cavalerie était légendaire, et Scipion savait que sur le champ de bataille, les cavaliers numides pouvaient être la clé de la victoire. Son soutien assuré, l'invasion de l'Afrique commença. Lorsque Scipion débarqua en Afrique en 204 avant J.C., Carthage se trouva immédiatement dans une situation désespérée. La guerre, qui pendant des années avait dévasté l'Italie, se déplaçait désormais à ses portes. Les Carthaginois tentèrent de résister,
Mais les succès de Scipion furent rapides et dévastateurs. À chaque affrontement, l'armée romaine avançait inexorablement, obligeant Carthage à solliciter l'aide de sa dernière et plus formidable ressource, Hannibal. L'appel arriva en Italie. Hannibal, qui pendant plus d'une décennie avait combattu sans relâche sur un territoire ennemi, reçut l'ordre de rentrer dans sa patrie. Son rêve de conquérir Rome était terminé. Il n'y avait pas d'autre choix. Si Carthage tombait, son héritage s'effondrerait. Il rassembla ce qui restait de son armée, traversa la Méditerranée et débarqua en Afrique. Là, dans la plaine de Zama, il ferait face à son destin. La bataille qui allait venir n'était pas une bataille de plus. C'était le choc définitif entre deux des plus grands génies militaires de l'Antiquité. D'un côté, Hannibal, le stratège chevronné qui avait humilié Rome à Cannes. De l'autre, Scipion, le jeune commandant qui avait détruit l'empire carthaginois en Hispanie et qui portait maintenant la guerre aux portes de Carthage. Ce n'était pas seulement une bataille pour la suprématie militaire, c'était un duel d'esprit, un affrontement entre deux manières de concevoir la guerre. Le matin du 19 octobre de 202 avant J-Sicon, les deux forces se rencontrèrent dans la plaine de Zama. Hannibal avait rassemblé une armée nombreuse, mais ses troupes n'étaient plus les mêmes que celles qu'il avait accompagnées en Italie. Ses vétérans étaient peu nombreux, et la majeure partie de son armée était composée de recrues et de mercenaires dépourvus de la discipline des légions romaines. Cependant, il disposait encore de son arme la plus meurtrière, les éléphants de guerre. Scipion, quant à lui, avait disposé ses troupes de manière novatrice. Au lieu de placer ses légionnaires en ligne serrée, il laissa des espaces entre les unités pour permettre le passage des éléphants sans rompre la formation. C'était un mouvement risqué, mais fondé sur la connaissance qu'il avait des tactiques carthaginoises. Lorsque la bataille commença, les éléphants chargèrent vers les rangs romains. Mais au lieu d'écraser les légionnaires, les espaces ouverts permirent aux animaux de passer sans causer de dommages. Certains furent détournés par le bruit des trompettes romaines, d'autres furent éliminés par les cavaliers numides de Massinissa. Avec la charge des éléphants neutralisés, la bataille devint un affrontement direct entre les légions romaines et les troupes carthaginoises. Au début, les deux armées semblèrent à égalité. Hannibal utilisa ses meilleures troupes au centre de sa formation, espérant épuiser les Romains, puis lancer son coup final. Mais Scipion avait une autre carte dans sa manche. Au moment clé de la bataille, la cavalerie numide, commandée par Massinissa, attaqua par les flancs et déchaîna le chaos dans les rangs carthaginois. Les mercenaires qui combattaient pour Hannibal commencèrent à fuir. Leurs lignes se brisèrent. La bataille était décidée. Hannibal, voyant la défaite inévitable, réussit à s'échapper avec quelques-uns de ses hommes, mais son armée était détruite. Carthage avait perdu la guerre. La victoire à Zama scella le destin de Carthage et consolida Scipion comme l'homme le plus puissant de Rome. Les Carthaginois, vaincus et humiliés, n'eurent d'autre choix que d'accepter les termes imposés par Rome. Il leur fut interdit de lever des armées sans permission. Ils durent remettre leur flotte et payer un tribut exorbitant. La République romaine émergeait comme la puissance incontestable de la Méditerranée. Scipion retourna à Rome en héros. La ville l'accueillit avec un triomphe spectaculaire. Le Sénat, bien que toujours prudent avec les hommes qui accumulaient trop de pouvoir, ne put ignorer l'ampleur de sa victoire. Il lui accorda le titre de Africain, un honneur qui le distinguait comme le conquérant de Carthage. Mais bien que sa gloire semblât inébranlable, Scipion savait qu'à Rome, la politique pouvait être plus traîtresse que la guerre. Ses ennemis au Sénat commencèrent à conspirer contre lui, craignant que sa popularité et son prestige ne puissent le transformer en dictateur. Mais c'est une autre histoire, une qui définira la fin de sa vie et son héritage. Pour l'heure, le nom de Publio Cornelio Scipione était gravé dans l'histoire. Il avait vaincu Hannibal, il avait sauvé Rome, et il avait changé à jamais le destin du monde antique. Quatrième partie, la consolidation du pouvoir. La victoire à Zama avait fait de Publio Cornelio Scipione l'homme le plus puissant de Rome. Il avait accompli ce que personne avant lui n'avait fait, vaincre l'ennemi le plus redouté de la République et mettre fin à la Seconde Guerre punique par une victoire absolue. Mais à Rome,
la gloire militaire n'assurait pas toujours la faveur de la politique. Si le peuple l'acclamait comme un héros, au Sénat commençaient à surgir des ombres de méfiance. Scipion, conscient que son rôle ne se terminait pas sur le champ de bataille, assuma un rôle actif dans la reconstruction de Rome. La guerre contre Carthage avait été longue et coûteuse. Les finances de la République étaient affaiblies. De nombreuses régions avaient été dévastées par les années de conflit, et la stabilité interne était menacée. Scipion promut des politiques pour renforcer l'économie, stimula l'expansion du commerce et protégea les vétérans qui avaient combattu sous son commandement. Il fut aussi un défenseur de la diplomatie, évitant de nouveaux conflits inutiles et consolidant la position de Rome comme la puissance dominante de la Méditerranée. Cependant, sa popularité commença à susciter des jalousies et des craintes au sein du Sénat. La vieille aristocratie romaine regardait avec méfiance un homme qui détenait autant de pouvoir et la faveur du peuple. Scipion n'était pas seulement un chef militaire exceptionnel, mais aussi un personnage charismatique capable d'influencer les masses. Et dans la République romaine, aucun individu ne devait être plus puissant que le Sénat lui-même. Au fil des années, la relation entre Scipion et la classe politique devint de plus en plus tendue. Ses ennemis l'accusaient de vouloir instaurer une monarchie occulte, d'agir avec trop d'indépendance et de ne pas rendre des comptes au Sénat comme il se devait. Tandis qu'il essayait de rester fidèle à ses idéaux de grandeur pour Rome, ses opposants se rassemblaient contre lui, menés par Caton l'Ancien, un sénateur intransigeant qui se méfiait de l'influence de Scipion. En l'an 187 avant J.C., les tensions atteignirent leur paroxysme. Scipion fut accusé de corruption. Ses ennemis au Sénat affirmaient qu'il avait détourné des fonds de la campagne d'Asie à son profit personnel. Son frère, Lucius Cornelius Scipio, fut également mis en cause, et toute la famille devint la cible d'attaques politiques. C'était une manœuvre calculée. Les sénateurs savaient qu'ils ne pouvaient pas dépouiller Scipion de sa gloire militaire, mais ils pouvaient détruire sa réputation. Le procès fut un événement sans précédent. Rome était divisée. Alors que le Sénat faisait pression pour punir Scipion, le peuple le considérait toujours comme son grand sauveur. Au milieu du procès, Scipion prit la parole pour se défendre. Mais au lieu de se rabaisser à discuter des accusations portées contre lui, il fit appel à son héritage. Il rappela à tous comment il avait sauvé Rome à son heure la plus sombre, comment il avait vaincu Hannibal et assuré la suprématie de la République. Son discours ne fut pas un plaidoyer d'innocence, mais un rappel de sa grandeur. Et pour démontrer son mépris pour la mascarade du procès, il se retira du forum et, selon la tradition, marcha en silence jusqu'au temple de Jupiter sur le Capitole. Par un geste symbolique, il fit clairement comprendre qu'il n'avait pas besoin de se défendre devant ceux qui lui devaient leur propre sécurité. Le peuple fut impressionné, et ses partisans continuèrent à le soutenir. Mais le Sénat ne voulait pas céder. La persécution contre sa famille continua, et peu à peu, Scipion comprit que son temps dans la politique romaine était terminé. Il n'était pas le bienvenu dans le jeu du pouvoir, et sa présence dans la ville ne ferait qu'alimenter davantage les intrigues contre lui. Finalement, las des luttes politiques constantes, Scipion prit une décision radicale. Il se retira de la vie publique. Il quitta Rome et s'installa dans sa propriété familiale à Liternum, une région tranquille, loin de l'agitation du Sénat et des conspirations. Là, dans la solitude de sa propriété, il passa ses dernières années à réfléchir sur son héritage. Il avait tout donné pour Rome, il avait bâti sa grandeur, et pourtant, il avait été trahi par la même République qu'il avait sauvée. Il ne chercha pas à revenir en politique. Il n'essaya pas de récupérer sa position. Il se contenta de s'éloigner. Sa retraite fut un acte de dignité, un message silencieux à ses ennemis. Il n'avait pas besoin du pouvoir pour être mémorisé. Son nom était déjà inscrit dans l'histoire. 5e partie, sa mort et son héritage. L'an 183 avant J.C. marqua la fin d'une ère. Dans la solitude de sa propriété à Liternum, loin de la politique et de l'agitation de Rome, Publius Cornelius Scipio Africanus rendit son dernier souffle. Il avait été l'homme qui avait vaincu Hannibal, le sauveur de Rome, le stratège qui avait défini le destin de la Méditerranée. Et pourtant,
En ces derniers jours, Rome l'avait abandonné. Sa mort ne fut ni un événement public, ni un événement fastueux. Il n'y eut pas de grands funérailles d'État, ni d'honneurs officiels. Il ne fut pas enterré à Rome, mais dans le modeste tombeau qu'il avait lui-même choisi dans sa propriété de Liternum. Son épitaphe, simple et amère, reflétait le désenchantement de ces dernières années. « Patrie ingrate, tu n'auras même pas mes os. » Un message clair pour la cité à laquelle il devait sa survie, mais qu'il avait relégué à l'oubli. Malgré cela, l'ombre de Scipion n'a jamais cessé de hanter l'histoire de Rome. Bien que son enterrement fût loin de la grandeur de son héritage, avec le temps, sa tombe devint un lieu de pèlerinage. Les soldats qui avaient combattu sous son commandement et les générations suivantes de Romains qui avaient grandi avec son nom dans les récits des campagnes contre Carthage visitaient le lieu avec respect et admiration. Pour beaucoup, Scipion n'était pas seulement un général, mais un symbole de la victoire de Rome sur son ennemi le plus féroce. Il était, à tous égards, un héros de la République. Son héritage ne se limita pas à sa victoire à Zama ou à ses exploits militaires. Scipion changea à jamais la manière dont Rome concevait la guerre et la politique. Avant lui, Rome avait lutté pour sa survie. Après lui, elle lutterait pour la domination absolue du monde méditerranéen. Sa victoire sur Carthage lors de la Seconde Guerre punique assura la domination romaine dans la région et ouvrit la voie à la future expansion de la République, qui deviendrait avec le temps un empire. Carthage, après sa défaite à Zama, fut réduite à l'ombre de son ancien pouvoir. La paix imposée par Rome la laissa dans une position de soumission, obligée de payer des tributs et de dépendre de la volonté du Sénat romain. Mais l'humiliation ne s'arrêta pas là. Des années plus tard, lorsque Rome décida que l'existence même de Carthage était une menace, les armées romaines, inspirées par le souvenir de Scipion, marchèrent sur la ville lors de la Troisième Guerre punique et la détruisirent complètement en 146 avant J.C. Rome n'avait pas seulement vaincu Carthage, elle l'avait effacé de l'histoire. Et tout avait commencé avec Scipion l'Africain. Son influence ne se limita pas au domaine militaire. Ses tactiques, sa vision stratégique et sa capacité à combiner politique et guerre ouvrirent la voie aux futurs généraux romains. Jules César, des siècles plus tard, étudia avec admiration les campagnes de Scipion et répliqua beaucoup de ses stratégies dans ses propres guerres. Le concept de guerre est clair, l'importance de la mobilité et la combinaison d'alliances diplomatiques avec la force militaire furent des éléments clés dans la manière dont César conquit la Gaule et s'empara du pouvoir absolu à Rome. Au-delà du champ de bataille, Scipion laissa également un héritage dans la politique romaine. Il fut l'un des premiers à défier la structure rigide du Sénat et à chercher le soutien direct du peuple. Sa popularité, basée sur son succès militaire, démontra qu'à Rome, le pouvoir ne provenait pas seulement des institutions, mais aussi de la loyauté des légions et de la faveur de la citoyenneté. Ce modèle serait suivi par des figures comme Marius, Sylla et, finalement, Jules César, qui pousseraient cette idée jusqu'à ses dernières conséquences. La figure de Scipion transcenda l'histoire immédiate de Rome et devint un symbole durable. Pendant l'Empire, les empereurs romains regardèrent son héritage avec révérence. Auguste, le premier empereur de Rome, se considérait comme l'héritier de la grandeur de Scipion, et sa propre stratégie de consolidation du pouvoir reflétait beaucoup des leçons tirées des campagnes de l'Africain. Même dans les siècles suivants, les historiens romains continuèrent à écrire sur son génie et son impact sur la construction de l'hégémonie romaine. Culturellement, Scipion fut immortalisé dans la littérature et l'art. Des auteurs tels que Tite Live et Polybe narrèrent ses exploits sur un ton presque épique, le présentant non seulement comme un brillant stratège, mais comme un homme à la destinée exceptionnelle. Dans l'histoire romaine, son nom fut toujours associé à ceux des plus grands, Hannibal, Jules César et Alexandre le Grand. Malgré les tentatives de ses ennemis pour le discréditer de son vivant, la mémoire de Scipion survécut à la politique du moment. Rome changea, évolua et finalement tomba. Mais son héritage, en tant qu'architecte de la suprématie romaine, ne disparut jamais. Sa victoire sur Hannibal assura non seulement l'existence de Rome,
mais définit son destin comme l'empire le plus puissant du monde antique. Publius Cornelius Scipio. Africanus fut plus qu'un général. Il fut l'homme qui transforma Rome en puissance mondiale. Il fut le stratège qui démontra que la guerre ne se gagne pas seulement par la force, mais par l'intelligence et la diplomatie. Il fut le héros trahi par sa propre patrie, mais dont la gloire ne put jamais être effacée. Et bien que son corps ne reposât jamais à Rome, son esprit fut toujours présent dans chaque bataille, dans chaque expansion et dans chaque décision qui mena la République à devenir un empire. Son histoire ne se termina pas avec sa mort. Son héritage est éternel. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Ne partez pas sans laisser un bon like, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, et partagez la vidéo pour atteindre plus de monde, et que ce projet puisse continuer à grandir. À bientôt frères d'armes.